Chaque jour, des vies sont fauchées sur nos routes, des familles, des rêves brisés, des destins interrompus, des économies affaiblies. Il y a certes la politique dans notre quotidien, mais aussi nos vies à préserver. Les accidents de la circulation sont-ils devenus une urgence nationale ? Recrudescence des accidents de la circulation, comment y remédier ? C'est le thème du débat de ce soir. C'est une occasion pour interpeller nos consciences, pour faire le point sur la situation et surtout proposer des solutions concrètes pour protéger chaque vie humaine. Car derrière chaque chiffre, il y a une vie, une histoire, une famille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, 4 invités pour débattre de ce sujet qui est très important et très délicat. Monsieur Oumar Sako, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes directeur général des transports terrestres et de la circulation. C'est bien ça. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Monsieur Ghislain Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Eliane. Vous êtes sociologue. C'est bien cela. Alors, et pour un tel débat, il est important d'avoir un sociologue sur ce plateau pour comprendre les mécanismes et surtout nos comportements. À votre droite, monsieur Seri Guamene Stanislas, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, c'est un plaisir. Alors, vous êtes président de la mutuelle des conducteurs professionnels de cars de Côte d'Ivoire. Exactement. Monsieur Eric Barraud, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, donc un confrère, mais dans le cas de figure, vous avez été victime d'accidents de la circulation. Tout à fait. Et vous l'avez dit, derrière chaque chiffre, il y a une famille, il y a toute une économie qui s'effondre et je suis une réalité. Vous êtes une réalité, on en reparlera tout à l'heure. Et chers téléspectateurs, vous aurez donc un code QR qui va s'afficher au bas de cet écran pour poser vos questions, vos contributions, votre vécu également. Et merci d'être concis dans vos messages de façon à ce que nous puissions les prendre en compte. Premier arrêt de ce débat, recrudescence des accidents de la circulation, le constat d'Ève Boué qui plante le décor. Des images insoutenables. Ces événements se déroulent le 21 janvier 2025 sur l'axe Diokwe-Daloa. Un accident de la circulation impliquant un autocar de transport de passagers et un camion de transport de marchandises fait au moins 17 morts et plus de 20 blessés. Quelques mois plus tard, le 27 mai 2025, une autre tragédie s'abat sur l'autoroute du Nord dans le sens Yopougon à Djamé. Un camion poids lourd transportant du manganèse percute une dizaine de véhicules, entraînant un carambolage avant de terminer sa course contre un véhicule VTC. Le bilan est lourd, 4 morts, 20 blessés. Plus récemment, le vendredi 13 juin 2025, sur l'axe Kanawolo-Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, une collision entre un véhicule personnel et un camion de marchandises occasionne la mort de 8 personnes et d'importants dégâts matériels. Plusieurs autres accidents mortels sont enregistrés sur l'étendue du territoire. Des victimes de trop. Ces dernières années, les routes ivoiriennes endeuillent de nombreuses familles. Les données de l'OSER, Office de la sécurité routière, sont alarmantes. Le premier semestre de l'année 2025 enregistre au moins 6 723 accidents pour 635 tués et 10 175 blessés. Comparativement à la même période en 2024, où l'on enregistrait 5 611 accidents pour 522 tués et 9 753 blessés, soit une hausse de 19% pour le nombre d'accidents de la route, 21% pour les décès et 4% pour les blessés. De 2021 à 2024, l'on dénombrait 54 906 accidents pour 5 457 tués et 81 152 blessés. Les périodes de décembre à janvier et de juin à juillet, correspondant respectivement aux fêtes de fin d'année et à la grande saison des pluies, sont les plus accidentogènes de l'année. Pour la localisation des accidents, ceux perpétrés en agglomération sont les plus nombreux et l'agglomération d'Abidjan à elle seule concentre environ 60% des accidents du pays. La lutte contre les accidents de la route est une responsabilité collective. Autorités, transporteurs, conducteurs, usagers et citoyens, tous sont concernés. Et pour tenter de résoudre cette problématique, l'État a mis en œuvre une stratégie nationale de sécurité routière couvrant la période 2021-2025 avec pour objectif de réduire significativement le nombre des victimes.
Merci Ève Boué pour ce décor qui est planté. Alors, monsieur le directeur général, lorsqu'on voit ces chiffres qui sont vertigineux, quel est votre commentaire? Déjà, je tiens encore à vous dire merci pour le temps d'antenne que vous nous passez aujourd'hui, pour qu'on puisse se prononcer. Nous sommes très heureux d'être sur ce plateau. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sommes ici pour parler d'accidents et de pertes de vie humaine. Mais il serait bon aussi de compléter le reportage qui est passé là en essayant de faire un rappel de la situation que nous avons connue Oui. et ce que nous vivons en ce moment. Toujours est-il qu'il y a eu... Les éléments que vous avez passés tout à l'heure sont des statistiques qui ont été fournies par le ministère des Transports. Donc, c'est avéré. Cela dénote de ce que nous savons, ce qu'il se passe. Nous avons des chiffres et nous réagissons. Déjà, il faut remonter jusqu'à 2011-2012 par là. En 2012, selon les statistiques de l'OSER, Oui. on avait environ 800 tués sur nos routes. En 2021, on a atteint un pic de 1600 tués. C'est-à-dire qu'à à peu près 10 ans, on a doublé le chiffre de tués sur nos routes. Et donc, il fallait que l'État de Côte d'Ivoire prenne le taureau par les cornes. Si rien n'avait été fait, Oui. en 2030, on serait à environ 3200 tués sur nos routes. Et en 2025, on serait à environ 2400 tués. Ce sont des statistiques, Oui. ce sont des projections. Si rien n'avait été fait. Et donc, en 2021, l'État de Côte d'Ivoire, sous la gouvernance du président, son Excellence Alassane Ouattara, une stratégie nationale de sécurité routière est adoptée. Et l'objectif premier, comme ça a été dit dans votre élément, c'était de réduire le nombre de tués à l'horizon 2025 de 25% Oui. et à l'horizon 2030 de 50%. Alors, monsieur le directeur, c'est vrai que c'est une stratégie, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais je vais juste faire un premier tour de table au regard des chiffres. Et nous reviendrons justement sur cette stratégie qui a été adoptée par le ministère des Transports. Okay. Alors, Gessin Koulibaly, vous avez vu les chiffres en tant que sociologue. Quel est votre regard et votre commentaire? Oui, au moment où je prends la parole sur ce plateau, il faudrait aussi que je rappelle que moi-même, j'ai été aussi victime d'accidents de la circulation. Et derrière tous ces chiffres, ce sont des familles endeuillées. C'est la rupture de liens sociaux, parce que c'est des personnes qui étaient dans des cercles familiaux, mais qui étaient aussi dans des groupes de pairs, qui appartenaient à des cercles professionnels. Et c'est vraiment douloureux parce que c'est des cas d'anxiété, c'est des cas de stress qui se développent chaque fois qu'il y a cas de décès. Ceci dit, je voudrais aussi préciser que ces chiffres montrent combien de fois nous avons une montée en puissance de cas d'incivisme, notamment dans le secteur du transport. Vraiment, c'est à déplorer. Alors, vous parlez justement du secteur du transport. À votre droite, nous avons M. Seri Gouamé, je rappelle, qu'il est président de la mutuelle des conducteurs professionnels de cars de Côte d'Ivoire. Ces chiffres, quel sentiment, après les avoir vus, quel sentiment justement vous anime? Bon, c'est déplorable. Vraiment, il n'y a pas d'excuse parce que une perte en vie humaine, c'est dur. Mais il faut aussi dire que nous, les conducteurs, nous sommes les conducteurs, les acteurs, Oui. nous sommes toujours au premier plan. C'est-à-dire? Souvent, il y a des accidents où nous perdons aussi la vie. Donc, je pense que c'est l'addition de plusieurs facteurs qui donnent ces résultats-là. Mais je pense qu'au cours de... On en reparlera. On va en reparler. Rick Barraud, on l'a dit tout à l'heure, mais on parlera de ce cas donc dans le troisième axe. Ces chiffres, ils sont alarmants pour certains, ils inquiètent. Mais vous, quel est votre regard, justement, en tant que citoyen? C'est effrayant. C'est effrayant. Et j'ai envie de dire qu'un accident, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas. C'est quelque chose qui arrive de façon inopinée. Mais au regard des chiffres, je me dis qu'on met tout en œuvre. Oui. On crée un savant cocktail mortel qui, malheureusement, conduit à des drames tous les jours sur nos routes. Et, quand vous dites on met tout en œuvre, qu'est-ce que ça veut dire? Les facteurs humains. Oui. Je parle de tous les usagers de la route, pas que des chauffeurs, mais tous les usagers de la route. Il faut revoir nos comportements et je pense que dans la suite du débat, on va en parler. Alors, monsieur le directeur, je rappelle quand même que vous êtes à la tête de la direction des transports et de la circulation depuis bientôt. C'est bientôt un an dans quelques jours. Alors, c'est un anniversaire, évidemment, qui arrive avec quelques chiffres. Vous parliez tout à l'heure justement de votre stratégie, mais
vous êtes parti en 2011, mais un an de présence à la tête de cette direction qui est importante. On parle de vie humaine. Le constat en arrivant et un an plus tard, où en sommes-nous? Oui, mais en fait, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, je pense qu'il faut d'abord bien cerner le contexte. Oui. Parce que l'évaluation qu'on va faire aujourd'hui doit tenir compte d'un contexte. Si on ne présente pas bien le contexte, on peut faire une évaluation. C'est vrai, il y a beaucoup d'émotions autour, mais il faut qu'on Vous la comprenez? qu'on prenne en compte Vous la comprenez? les réalités. Vous la comprenez, Ce n'est pas monsieur le directeur? seulement ce que je dis, mais en tant que technicien, il faut comprendre. En Afrique, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, la première cause de décès des enfants et des jeunes adultes, c'est-à-dire de 5 à 29 ans, leur première cause de décès, ce sont les accidents de la route. C'est-à-dire, entre 0 et 29 ans, on meurt plus des accidents de la route que du paludisme ou d'autres choses. Donc, il faut déjà comprendre, comme on appelle ça, Le contexte, le l'environnement. contexte. Et donc, en Côte d'Ivoire, j'étais en train de dire Oui. que nous sommes partis de données. En 2012, on avait environ 800 tués sur nos routes. En 2021, on en a enregistré 1600. Si on n'avait pas pris le taureau par les cornes, en 2025, aujourd'hui, on serait en train de dénombrer 2400 tués. Alors justement, mais vous... Et donc, ces chiffres... Non, mais je vous repose la question. Vous avez fait, donc, on plante le décor. Aujourd'hui, Justement, donc, où en sommes-nous? ce décor qu'on plante, Oui. la meilleure façon d'évaluer une situation, c'est par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. En 2021, avec le constat qu'on a eu à faire, on s'est dit, on prend des mesures de sorte à ce qu'en 2025, on puisse réduire le nombre de tués de 25%. Donc l'objectif, ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas réalisant de dire il faut arriver à 1200 tués pour dire qu'on a atteint nos objectifs. Mais ce sont des chiffres, ce sont des stats sur lesquels on travaille. Donc en 2021, on avait 1600 tués. Et aujourd'hui? L'objectif, c'était de descendre à 1200 tués, c'est-à-dire 25% de réduction. Donc la stratégie avait très bien marché parce qu'on a fait une grosse campagne de sensibilisation. Oui. Il y a eu plusieurs éléments qui ont été mis en œuvre au niveau de la gouvernance, au niveau de la sécurité des routes, de la sécurité des véhicules, la réforme du permis de conduire. Plusieurs mesures ont été prises de sorte à ce qu'on puisse atteindre. En 2023, en fin d'année 2023, on avait déjà atteint 30% de notre objectif. Alors, est-ce qu'il faut dire, parce que je voudrais aussi écouter les autres, est-ce que vous avez atteint, donc en 2023, 30% de votre objectif? Est-ce que c'était insatisfait? En ce moment, on était satisfait jusqu'à ce que, en mi-2024, oui, le Conseil national de sécurité du 17 octobre a même félicité le ministère des Transports pour les résultats atteints, a félicité le gouvernement pour les résultats atteints. À partir du dernier semestre de 2024, oui, on a eu une recrudescence et c'est ce qui continue jusqu'à maintenant. Oui. Aujourd'hui, les chiffres que nous avons, nous sommes à 25% de notre objectif. Mais toujours est-il que oui, un mort, 2 morts, 3 morts sur nos routes sont des situations à déplorer. C'est un mort de trop. Donc, c'est un mort de trop. Le constat aujourd'hui que nous faisons, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous faisons cette comptabilité macabre et nous pensons qu'il y a encore mieux à faire. D'accord, monsieur le directeur. Alors, Rick, juste à côté de monsieur le directeur général, il y a le ministre des Transports, le 25 juin, il a dit ceci: il faut passer d'une logique de réaction à celle d'anticipation. Vous confirmez? Absolument. Qu'est-ce que cela, dans votre compréhension, qu'est-ce que cela vous inspire? Et je voudrais après écouter M. Seri et Ghislain. Passer d'une logique de réaction à celle d'anticipation. Je pense que c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre que les drames se produisent chaque jour sur nos routes pour dénombrer les morts et en faire des statistiques. Je pense qu'il faut anticiper. Anticiper, ça veut dire qu'il faut prendre des mesures en amont. Certaines mesures, notamment la voirie, l'éducation des populations, l'éducation de tous ceux qui utilisent nos routes, donc des usagers de la route. Je parle des chauffeurs, des conducteurs, je parle également des piétons, des conducteurs de 2 ou 3 roues. Voilà. Toutes ces personnes-là doivent être prises en compte dans la stratégie d'anticipation. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait toujours des morts. Quand on regarde les statistiques, c'est quasiment 36 accidents jour
sur nos routes en Côte d'Ivoire, c'est trop. Il faut anticiper. C'est trop. Alors, Monsieur Seri, vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes à la tête d'une mutuelle des chauffeurs professionnels de car de Côte d'Ivoire. Alors, quand vous entendez justement le ministre des Transports, qui a pris le taureau par les cornes, il parle d'anticipation au lieu de réaction. Et je précise, passer d'une logique de réaction à celle d'anticipation. Vous, en tant que président de cette mutuelle, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qui vous revient à l'esprit, justement? Bon, je pense bien que au lieu de pouvoir sensibiliser, nous, à notre niveau, Oui. nous sommes les conducteurs. Oui. Donc, dans notre mutuelle... Conducteur professionnel, vous avez dit. De car. En principe, avant chaque événement, c'est-à-dire à la veille des fêtes, pour anticiper les conduites et les accidents, nous sommes obligés de faire cette sensibilisation. Est-ce que vous êtes obligé? Pourquoi c'est une obligation? Ce serait une obligation? C'est une obligation parce que ce sont des moments qui sont très sensibles, où les voyages vont se multiplier. Donc, nous sensibilisons nos collègues pour leur dire, compte tenu de l'événement qui vient, oui. il faut que nous soyons vraiment vigilants sur nos routes pour éviter les accidents. Donc, le respect du code de la route, les panneaux de signalisation et faire des voyages sans encombre. Sans encombre. Oui. Justin Coulibaly, l'anticipation au lieu de la réaction. Moi, je note deux choses. La première, c'est la volonté politique. Je pense que la volonté politique, elle est affirmée dans notre pays et c'est une tolérance zéro contre tout ce qui est accident. La deuxième chose que je note, c'est le changement de paradigme. Au lieu de rester dans la réponse, dans la réaction, aujourd'hui, le gouvernement ayant pris, je vais dire, tout le contexte en charge, décide d'être dans la prévention, dans l'anticipation. C'est important parce que lorsqu'on aborde la problématique de l'accident, il faut lier cette problématique à la donnée comportementale. Ce sont des individus, justement, qui, malheureusement, sont à l'origine des accidents. Est-ce qu'il n'y a que les individus? Parce qu'après, je voudrais entendre monsieur le directeur. Est-ce qu'il n'y a que des individus? Non, pas seulement que des individus. Oui. C'est tout un environnement qui contribue à favoriser l'accident. Mais ici, ce que je veux dire, la bonne question à se poser en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il existe une culture de la promotion de la sécurité routière? Alors, ça c'est... Voilà. Est-ce qu'il Oui. existe cette culture? Je pose la question simplement parce que Oui. quand vous regardez les comportements des uns et des autres, ce sont des comportements qui sont influencés par des stéréotypes, par des normes sociales qui sont des règles implicites, non écrites, mais qui influencent nos comportements sur la route. Et je pourrais développer tout à l'heure. Monsieur le directeur, alors est-ce qu'il existe, parce que vous avez parlé de stratégie, est-ce qu'il existe justement une culture, la culture dont parlait monsieur Coulibaly? Déjà, je crois, ce qui a été décidé quand la stratégie nationale de sécurité routière a été adoptée, tous les ministères, quasiment la plupart des ministères ont été impliqués, notamment le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'il fallait intégrer ça dans les formations à très bas âge. Mais ce qu'il faut comprendre, moi je crois que la promotion d'une culture de sécurité routière devrait découler de la discipline. On a une devise qui nous dit union, discipline, travail. Et est-ce que dans les faits... Mais aujourd'hui, tel qu'il a dit, oui. mais dans les statistiques, 95% des accidents sont du fait de l'homme. C'est le facteur humain, c'est quoi? C'est le non-respect du code de la route. Mais le non-respect, mais c'est une preuve d'indiscipline. Donc pour nous, si les gens sont disciplinés, mais il y va de soi que le respect de la route devrait pouvoir faire en sorte que nos routes permettent de préserver des vies. Est-ce que vous pensez que c'est juste la discipline, elle est suffisante pour qu'il n'y ait pas d'accident? Quand je vous dis que 95% des accidents relèvent 5%. de l'homme, oui. Mais les 5%, je ne dirais pas que c'est négligeable, mais la grande partie, c'est le facteur humain. Mais le facteur humain, c'est quoi? C'est l'indiscipline, madame. On vous dit que vous ne devez pas conduire en état d'ivresse. On vous dit que sur une voie où la vitesse est limitée à 120, vous ne devez pas faire plus de 120. On vous dit à l'école, pendant qu'on nous enseigne le code de la route, pour faire un dépassement, il faut être sûr que vous n'êtes pas dans un virage, vous n'êtes pas sur une descente,
Mais ce sont des règles élémentaires à respecter. Donc, si vous ne respectez pas, vous êtes vraiment dans l'incivisme, dans l'indiscipline. Et 95% de nos accidents, malheureusement, sont la conséquence de l'indiscipline. Alors, incivisme notoire, caractérisé, les choses sont dites. Nous allons écouter au micro de Seydou Ouattara pourquoi autant d'accidents de la circulation. Et messieurs, vous allez rebondir justement sur ce que nous allons voir dans quelques instants. Micro-trottoir. Je pense qu'il y a d'abord la mauvaise conduite. Il y a aussi la pluie. Et aussi souvent les voies aussi posent un peu de problème parce que les voies, quand les voies ne sont pas très bien faites, vous voyez que souvent ça a plusieurs embouteillages qui provoquent tous ces genres de choses. Il y a des chauffeurs qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas fait d'abord l'auto-école et qui ont eu des permis. On ne sait pas comment ça s'est passé. Donc quand c'est comme ça peut poser toutes sortes de problèmes parce qu'ils ne connaissent pas le code de la route. Les chauffeurs prennent de l'alcool. Ils prennent l'alcool et ils conduisent. Ça fait un. De deux, ils filent l'excès de vitesse. Voilà les causes là. Surtout l'alcool. Parce que beaucoup disent qu'ils font les allers et retours. Que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur. Le même chauffeur qui est allé le matin, il peut revenir le soir. Or, il doit se reposer. Au moins, il ne se repose pas. Entre-temps, quand il ne se repose pas, il est obligé de prendre l'alcool pour pouvoir tenir. Il y a, comment on appelle, une anomalie où peut-être il pouvait se ressaisir, mais l'effet de l'alcool fait qu'il ne peut pas se ressaisir. Je crois que la majorité, là, généralement, surtout pour nous les transporteurs, je crois que c'est la fatigue d'abord. Beaucoup, c'est la fatigue. Et puis, la drogue, l'alcool au volant. Je sais que tout ça, ça peut causer beaucoup de dégâts dans la circulation. Les causes sont beaucoup dues au mauvais état de la route, de mauvais état de certains véhicules de transport qui ne remplissent même pas les conditions demandées pour faire du transport. Ensuite, il y a des chauffeurs aussi, franchement, ils prennent n'importe quoi pour monter derrière un volant. Bon, il y a certains chauffeurs qui sont ivres et ils prennent la voiture pour conduire sans contrôle. Merci Seydou Ouattara. Alors, on parle de substances, alcool, drogue, ils conduisent sans permis. Alors, Monsieur le Président, est-ce que ce qui a été dit, est-ce que vous êtes justement, vous, confronté à ces situations avec vos chauffeurs, drogue, alcool, ils conduisent sans permis? Pour la drogue, il va falloir qu'on vérifie pour savoir si effectivement le conducteur est sous le fait de la drogue. Sinon, je pense que les accidents, le facteur le plus difficile, c'est que le conducteur travaille trop. Ça veut dire quoi, travailler trop? Ça veut dire qu'il travaille sans se reposer. Donnez-nous un exemple. Il travaille 24 heures sur 24, 48 heures. 24 heures sur 24. Oui. Il y a plusieurs raisons, oui, plusieurs causes. Oui. Mais nous, on s'est statué sur trois points essentiels. Il y a d'abord la mauvaise condition du travail. Quand on dit mauvaise condition du travail, il y a la fatigue. Oui. Nous, dans nos domaines, là, les conducteurs, par exemple, des conducteurs qui sont ceux sur les cars, qui font plusieurs voyages. Déjà même, un conducteur qui prend un car, qui doit quitter d'un point A à un point B, à Abidjan, il y a déjà l'embouteillage. Donc, il fait un effort pour arriver à Jesco, de Jesco jusqu'à destination. Tant qu'il n'est pas encore arrivé à destination, il n'a pas droit à un repos. Mais vous, en tant que président de mutuelle des chauffeurs professionnels de car, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous nous dites ici qu'ils n'ont pas droit au repos, mais qu'est-ce que vous faites justement pour défendre cette situation ou trouver une alternative? Justement, c'est ce que je vous avais dit. Nous faisons des sensibilisations. Parce que nous savons que le métier que nous faisons est très difficile, très dur. Donc nous disons à nos camarades de se reposer quand ils sont fatigués. Mais malheureusement, il y a des problèmes. Ça veut dire? Ça veut dire que toutes les compagnies n'ont pas les mêmes stratégies de travail. Donc, il y en a qui sont obligés de faire plusieurs voyages parce qu'ils n'ont pas assez de cars. Donc, le conducteur, quand il va en voyage, qu'il arrive à une destination, il est obligé de se retourner. Et par moment, lorsqu'il décline pour dire qu'il est fatigué, on trouve qu'il ne veut pas travailler. On passe le cas. Quand il dit on trouve, parce qu'on nous regarde, on a besoin de comprendre. Oui. Qui trouve qu'il n'a pas envie de travailler? Nos patrons.
trouve qu'il n'a pas envie de travailler, on donne le cas à une autre personne qui peut-être n'a aucune expérience en la matière. D'accord. Alors, monsieur Koulibaly, après je vais écouter le DG. Est-ce que vous comprenez donc ces réactions de patrons qui forceraient peut-être un certain chauffeur à travailler et qui ne se reposerait pas? Ce serait l'une des causes justement de ces accidents. Psychologiquement, comment un patron pourrait forcer un chauffeur qui ne s'est pas reposé à travailler? J'avoue que lorsqu'on prend peut-être la situation des entrepreneurs de ce secteur, ils sont dans des logiques économiques. Ils cherchent des ressources, ils cherchent de l'argent, mais il appartient au chauffeur d'être suffisamment responsable. On ne peut pas vous demander de prendre le volant si vous-même vous savez que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. C'est vrai que la relation patron-chauffeur est une relation complexe, mais je pense que ça va plus loin que cela. Moi, j'ai bien écouté le DG. Il a pointé du doigt le facteur humain à 95% comme cause principale de nos accidents. Je souscris entièrement à ce qu'il a dit et je voudrais aussi qu'on prenne en compte le facteur sociologique. Je le dis parce que il faut questionner les perceptions sociales autour de l'accident. Comment en Afrique on perçoit l'accident? Parce que l'accident aussi est perçu comme une malchance. Quand quelqu'un est victime d'accident, oui, ça relève du divin, ça devait arriver, et donc ça relève du fatalisme. Donc quand on est dans ces dispositions, on ne peut pas anticiper comme demande Monsieur le ministre. Alors vous pensez que, parce qu'on est dans le fatalisme, oui, en Afrique, dans la perception, oui, il n'y a rien à faire, Rick? Non, pas qu'il n'y a rien à faire, mais voilà, il faut en tenir compte dans les logiques de réaction. C'est-à-dire la sensibilisation doit en tenir compte. Tenez-vous bien. Oui. Un deuxième fait. Oui. Vous savez que lorsqu'il y a, par exemple, des cas où on ne respecte pas les règles, par exemple le code de la route, et que tout le monde le fait, mais ça devient une norme descriptive. C'est une règle tacite. Donc on se dit, comme tout le monde le fait, on normalise le fait. Cette perception sociale est également à déconstruire. Je pourrais vous en citer plusieurs. Ce qui fait que dans la stratégie, il faut tenir compte des perceptions, des représentations sociales que les individus ont de l'accident. Voilà. Rick Barreau, qu'est-ce que vous pensez justement de cela avant que on écoute le directeur général? J'aimerais juste rebondir sur ce que on est là pour ça. Les transporteurs a dit. C'est inquiétant. Dire que certaines entreprises de transport obligent les chauffeurs à faire un trajet, même quand ils sont fatigués, à refaire un autre trajet, c'est vouloir faire de l'argent au détriment de la vie. Mais est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de ce fait? Exactement, je l'ai vécu aussi. Ah, vous l'avez vécu? Également vécu, et il n'y a pas si longtemps que cela. Mais pour moi, c'est une aberration, parce que vouloir faire de l'argent, sachant qu'on met la vie des concitoyens en danger, pour moi, ça pose problème. Encore plus, vous voulez rentabiliser votre investissement, mais un quart, c'est au moins 150 millions. Si vous confiez cet investissement de 150 millions à un chauffeur qui est fatigué, vous êtes sûr que vos 150 millions sont perdus. Mais et les personnes qui sont, et les passagers? Exactement. Si on reste dans la logique de ces chefs d'entreprise dans le secteur du transport qui ne pensent qu'à l'argent, comme l'a dit le sociologue, mais si on reste dans cette logique-là, vos 150 millions pour vous offrir un car ou pour acheter un car sont perdus. Parce que justement, vous n'avez pas considéré le facteur humain. Celui qui conduit la voiture, c'est un homme, il a besoin de se reposer. Oui. Parce que le sommeil au volant, il ne faut pas dormir 30 minutes pour avoir un accident. C'est une fraction de seconde. C'est un quart de seconde et un drame peut se produire. Alors, monsieur le directeur, vous avez entendu les uns et les autres, les patrons. Est-ce que vous avez justement une possibilité de faire, peut-être pas pression, mais c'est un sujet justement qui vous touche forcément, mais qu'est-ce qu'il est possible de faire si c'est avéré que certains chauffeurs sont responsables d'accidents parce qu'ils ne dorment pas ou ils ne dormiraient pas? Bon, ok, Eliane, avant même d'en arriver à la question des patrons et du traitement qui est infligé aux conducteurs, je rejoins le sociologue. Je crois que c'est comme s'il avait déjà entendu le ministre des Transports, M. Amadou Koné,
parler. Au niveau de la stratégie nationale de sécurité routière, il y a la mise sur pied, il y a des comités locaux de sécurité routière qui existent. Oui. Dans ces comités, on a les représentants des guides religieux. Parce que, effectivement, la question de la fatalité sur les morts par accident, beaucoup de personnes se disent que ça devait arriver. Oui. Surtout au regard de nos cultures. Je ne citerai pas de religion, Bien mais sûr. au regard d'une certaine culture, d'une certaine compréhension des choses, on dit c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Ou le mec qui compte sur une bague ou sur un bracelet qui devrait lui sauver la vie. Oui. Et donc ça, je pense qu'à un moment, il faut vraiment un changement de notre façon de voir les choses. Quelqu'un qui conduit au mépris du respect des règles de la sécurité routière, vraiment, s'il y a un drame, ce n'est pas Dieu qui l'a provoqué, c'est lui qui a provoqué. Une petite parenthèse aujourd'hui, la France le Parlement français a adopté le fait qu'on puisse, comment on appelle ça, pénaliser les accidents mortels. Donc il y a aujourd'hui le délit d'homicide routier. Quand il y a un accident, il y a des morts, on disait que c'était un homicide involontaire. Mais aujourd'hui, il y a un délit qui est le délit d'homicide routier. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra mettre les gens face à leur responsabilité. Sur la question du traitement des conducteurs, Oui. le ministère des Transports, comme nous, on aime à le dire, on a le dos large. Les conducteurs ne sont pas... Leur tutelle, ce n'est pas le ministère des Transports. Mais indirectement, vous êtes touché quand il y a des accidents. Ce que je suis en train de dire, Oui. je suis en train de dire que la question de la sécurité Oui. routière devrait engager tout le monde. Ce n'est pas seulement une affaire du ministère des Transports. Quand il y a les accidents, tout à l'heure, vous avez vu sur Oui. les éléments, c'est le ministre des Transports qui se déplace, c'est nous qui sommes sur le terrain. Mais la question du traitement des conducteurs, ce n'est pas le ministère des Transports. Il y a des instances institutionnelles qui sont les tutelles préférentielles, sinon dédiées aux artisans. Donc, la question du traitement des conducteurs devrait être adressée par d'autres entités. Nous, ce que nous pouvons faire, Oui. en termes de moyens de pression, on appelle toutes les entreprises à aller vers la professionnalisation. Oui. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le statut du conducteur. Parce que le conducteur, lui aussi... En convention collective, au regard d'une convention collective peut-être. Je ne sais pas comment est-ce que... Je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont, comment on appelle ça, organisés. Mais nous, au niveau du ministère des Transports, oui. il y a un certain nombre d'exigences qu'on fera vis-à-vis des entrepreneurs. Vous employez des conducteurs, oui. Il faut qu'ils soient bien formés. Il faut qu'ils soient détenteurs du certificat d'aptitude du conducteur routier. Monsieur est président de la mutuelle professionnelle. Si tous vos mutualistes n'ont pas encore le CACR, c'est l'occasion de vous inviter à rentrer en contact avec l'OSER, l'Office de sécurité routière, pour pouvoir former vos conducteurs. C'est un niveau au-dessus du permis de conduire standard. C'est-à-dire quelqu'un qui conduit un véhicule de transport de marchandises ou de personnes devrait disposer du certificat d'aptitude du conducteur routier. Et nous sommes en train de faire aujourd'hui, mettre en place, sinon du moins proposer l'adoption d'un décret qui va comment on appelle ça, régir le registre national des infractions. C'est-à-dire qu'un conducteur, par exemple, quand il se présente pour demander ou chercher un emploi, on devrait pouvoir sortir sa fiche pour voir son attitude, comment il s'est comporté avant d'arriver chez son nouvel employeur. Et avec toutes ces mesures-là, on pourrait arriver à accorder un statut au conducteur. Parce que comme on aime à le dire, c'est la manière dont vous vous mettez sur le marché, c'est votre prix de vente qui devient votre coût d'achat. C'est clair. Si les conducteurs eux-mêmes ils ne se conduisent pas bien, ils ne sont pas corrects, naturellement, le traitement qui leur sera infligé. Alors, monsieur le directeur, et tous les quatre, certaines personnes estiment par exemple que sur les routes, il y a des véhicules qui circulent. C'est vrai qu'on parle de 95%, vous l'avez dit, de responsabilité humaine quant aux accidents. Mais il y a certains véhicules qui circulent, et je pense qu'on les voit tous les jours. Et des gens se posent la question, comment ces véhicules peuvent circuler et qui ont tous les documents à jour. Alors, la question est celle-là qui nous a été écrite. Est-ce qu'il n'y a pas de passe-droit
ou peut-être, on va dire, un peu de corruption pour avoir ces documents, des pièces qui seraient peut-être louées pour une visite technique et après sont rendues au propriétaire légal. Effectivement, c'est les situations qu'on vit tous les jours. Il y a sur nos routes, malheureusement, encore en 2025, de véritables épaves roulantes. Et moi, elles sont en règle pourtant. Elles sont pourtant en règle. Et moi, en tant que journaliste, là, j'ai mené une petite investigation, mais je me suis rendu compte que des chauffeurs de Baka, par exemple, louaient des pièces. Est-ce qu'ils seraient les seuls? Moi, j'ai constaté avec les Baka. Ils louent des phares à 2-3 jours de la visite technique. Ils louent des phares, ils louent des freins. On essaie de raccorder 2-3 trucs. On va à la visite, on l'obtient. Et une fois qu'on a obtenu la visite technique, on retourne restituer les pièces. C'est dommage et... À votre niveau, vous avez été confronté à cela, M. Seri? Bon, nous, à notre niveau, nous ne sommes pas confrontés. À peu près, c'est les propriétaires qui gèrent les pièces de leurs véhicules. Nous occupons de conduire le véhicule. Voilà. Et vous faites quand même, si c'est vrai qu'il y a le propriétaire, mais vous regardez comme l'état de votre véhicule, etc., avant de prendre la route. Oui, bon, nous, au niveau des conducteurs de car, la plupart de nos entreprises sont organisées sur ce sens-là. Tous les véhicules sont à jour, donc là, on n'a pas de problème. Mais par contre, nos collègues, les Baka, bon, c'est tellement chacun. On n'est pas là pour indexer les Baka, parce que je pense qu'on ne va pas citer nos type collègues, de véhicule. Comme c'est ce qu'il a dit. Le lieu. Donc voilà. C'est pas le lieu. Ok. Monsieur Koulibaly. Oui, en tout cas, vraiment, on est effrayé. Hein. On est effrayé par tout ce qu'on entend. Mais le sociologue, il est dans la société. Il est en immersion, il observe. Et alors? Il observe les faits sociaux. Moi, je pense que ce que M. Eric Barrault vient de décrire est une réalité. Parce que nous observons, malheureusement, des véhicules qui sont en circulation, qui ne devraient pas être, et qui passent devant les forces de l'ordre. Voyez-vous, et c'est comme si on était dans un contexte d'impunité. Passez-moi l'expression. Parce qu'en réalité, j'aurais dit, avant peut-être l'avènement de la stratégie, qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu émergence de cas de naturalisation des faits de violence, banalisation des faits de violence, et puis émergence de contexte d'impunité. Mais quand je regarde 2021, avec la stratégie nationale qui visait à réduire tout ce qui est infraction, mais honnêtement, on ne peut plus dire qu'il y a un contexte d'impunité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce que je constate, oui. Il y a encore des faits d'incivisme caractérisés et notoires. Alors que, depuis l'avènement des gouvernants à la tête de ce pays, on a prôné le civisme et l'ivoirien nouveau. L'ivoirien nouveau, c'est celui justement qui est responsable dans sa conduite de tous les jours. Et surtout lorsqu'on est dans le secteur routier, du transport, où on parle de blessés, de pertes en vies humaines, de tragédies, on devrait avoir des Ivoiriens nouveaux, respectueux non seulement du code de la route, oui, mais qui ne soient pas dans la roubladise. On ne peut pas aller, vérifier son véhicule, aller louer, finir, avoir le document, et puis aller prendre les anciennes pièces et les remettre. Pour moi, c'est un non-sens et je ne peux même pas qualifier ce type de comportement. Monsieur le directeur général, juste avant de passer au prochain élément, est-ce que vous avez ouï dire que certaines personnes se prêtaient justement à ce genre de comportement? Ça, ce sont des choses qui existent depuis, mais qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire que, non, au-delà de cela... Non, monsieur le directeur... Non, laissez-moi finir. Je vous laisse finir, mais on veut comprendre. Le contrôle technique, oui, il est ponctuel. Oui. Vous vous rendez chez un opérateur de visite technique, oui, vous finissez votre visite, mais vous êtes en circulation. Mais Eliane, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des véhicules qu'on voit en circulation, oui, mais même si ces véhicules disposent d'un document, d'un certificat de visite technique, l'autorité qui est commise au contrôle routier a la possibilité, sur la base de ce qu'il voit, de faire arraisonner le véhicule, de faire arrêter le véhicule. Donc vous, les pneus, par exemple, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, monsieur le directeur général, oui, vous nous dites ce soir qu'au regard de la qualité de certains véhicules, l'autorité qui gère donc, ou la circulation, en tout cas, elle est autorisée à arrêter le véhicule. Mais bien entendu.
Ce sont nos textes qui le permettent. Nous, au niveau du ministère des Transports, on a développé une application qui a été mise à la disposition des agents qui sont commis au contrôle routier, parce que quelqu'un peut même faire du faux. Il y a des faux certificats de visite technique qui circulent. On a mis à la place des agents commis au contrôle une application qui permet d'aller sur votre téléphone, de voir quand est-ce que la personne a passé sa visite technique, de voir l'opérateur chez qui la visite a été passée, de même voir l'identité du contrôleur qui a reçu le véhicule. Et si vous constatez que ce véhicule ne mérite pas d'avoir une visite technique, mais vous avez la possibilité de faire arrêter le véhicule et nous, on remonte jusqu'à l'opérateur de visite technique pour qu'il vienne justifier. Ça, ce sont des réformes qui ont été faites et le ministre des Transports a demandé qu'on puisse mettre à la disposition des agents qui sont commis au contrôle. Ils ont été formés, on a fait des séances avec certains agents de la police. On a notre police spéciale de sécurité routière qui est aussi outillée à le faire. Mais une autre chose, on se retrouve dans la circulation avec des véhicules qui ne sont pas en règle. Mais ça vous choque? Mais ça nous choque. Mais pourquoi justement? Et ça choque tout le monde. Maintenant, ces véhicules continuent à circuler. Ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui. Mais tout ça, ce sont des preuves palpables de l'incivisme. Mais vous voyez en circulation, même nous qui sommes de l'administration, on se retrouve avec des véhicules plaques jaunes, mais qu'on va banaliser pour masquer notre plaque d'immatriculation. Il y a des personnes qui ont des véhicules immatriculés, qui les maxent juste pour échapper à la surveillance qui est faite avec nos différents systèmes de transport intelligents. Donc voici d'où part l'incivisme. Et si nous, on veut que le conducteur, que l'apprenti ou le chauffeur de Baka soit discipliné, mais c'est à nous, les premiers responsables aussi, de donner l'exemple. Donc la question de l'ivoirien nouveau, il faut qu'on la traite et il faut que tout le monde se mette dans la peau de cet ivoirien nouveau-là qui donne l'exemple. Mais quand je suis dans un bouchon, Eliane, mais je ne suis pas autorisé à prendre un double sens. Pendant que le contribuable, grâce à qui j'ai mon véhicule de fonction, est encore dans les bouchons. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses que nous devons revoir. C'est un état d'esprit. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit que nous devons tous vraiment amener à poser des actes de sorte à pouvoir faire changer les choses. On parle de l'ivoirien nouveau, on va parler de l'ivoirien nouveau avec un permis, le permis à points. Alors, il se trouve également qu'il y a des permis qui sont de faux permis. Il y a des conducteurs qui conduisent avec les permis d'un frère et qui sont dans la circulation. Comment cela peut être possible, M. Seri? Comment un conducteur peut prendre le permis de son frère, parce qu'on lui a retiré le sien, et il prend le volant? Bon, moi, c'est aujourd'hui que j'apprends que quelqu'un peut rouler avec le permis de son frère. Ah, vous ne le saviez pas? Moi, ça, je ne sais pas. Et dans la commission, je pense que quand on parle de conducteur, j'ai jamais entendu qu'on a pris un conducteur sans permis ou bien un conducteur avec le permis de son frère. À moins qu'il y ait une complicité. Vous n'avez jamais entendu parler de ce phénomène des personnes qui conduisent avec des permis qui ne sont pas les leurs? Vous savez que dans ce pays... non, il ne faut pas, ne généralisons pas. Et ça continue. On a réduit l'âge d'un frère pour lui permettre d'aller à l'extérieur. On a réduit l'âge d'un frère pour lui permettre d'aller passer des concours. Donc je pense que les gens fraudent avec notre état civil. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a quand même des efforts qui ont été... Beaucoup d'efforts ont été faits. Et c'est pour cette raison que quand on regarde tout ce qui est projection en termes de développement économique et social, le socle, c'est la maîtrise de notre état civil. Et donc aujourd'hui, il faut une traçabilité. Et quand j'écoute le DG, on est heureux de savoir qu'aujourd'hui, justement, les agents commis au contrôle peuvent entrer, faire des checks pour vérifier qui a autorisé, qui a travaillé sur cette visite technique-là. Et pour moi, ça relève de cette intelligence-là qui nous permet d'aller plus loin dans le contrôle. Malheureusement, c'est vrai qu'on parle du transport, mais vous savez que l'incivisme en Côte d'Ivoire est une gangrène. Regardez le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, ça a cessé. Avec la synergie des acteurs, chaque fois qu'on était à l'orée des fêtes de fin d'année, il y avait des faits d'incivisme.
Au niveau de l'université, vous savez, il y avait des organisations syndicales qui s'érigeaient justement maîtres des lieux. Dans tous les secteurs, il y a des faits d'incivisme. Et le secteur du transport, malheureusement, c'est ce qui est visible. Parce qu'il y a beaucoup de morts d'hommes, il y a des blessés, et ce sont des pertes en vies humaines. Et ça, c'est de la tragédie. C'est une tragédie, Rick Barreau. Justement, moi, je veux vous entendre parce que c'est vrai que vous avez été victime d'un accident. Comment vous a accompagné? Comment vous en êtes sorti? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en suis sorti miraculeusement, je dirais. Certains diront que c'est la grâce de Dieu qui m'a permis de sortir indemne. Vous êtes fataliste? Non, pas fataliste. Mais vous voyez les images, la voiture a été complètement déclarée épave. Nous étions 3 dans la voiture. Il y a malheureusement un qui a perdu la vie. Donc voilà, on dira qu'on a été chanceux et miraculeux. Oui. Cet accident se résume à un mot, fatigue. On a fait un très long trajet. On était fatigué. Celui qui était au volant a insisté pour que je prenne le volant, mais j'étais également fatigué. Donc je lui ai dit, on fait moitié-moitié, tu fais la moitié du trajet, et je fais l'autre moitié. Moi, je me suis endormi et voilà, je me suis réveillé à l'hôpital. C'est vraiment la fatigue. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez. Il s'est endormi. Selon le rapport de gendarmerie que j'ai pu lire après que je me sois rétabli, il n'y a rien d'autre, il s'est endormi au volant. Et ça a duré une fraction de seconde. Vous avez été accompagné? Par les membres de ma famille, oui. Par les proches, oui. Et par certaines autorités, dont je ne citerai pas le nom, oui. Mais qui m'ont vraiment accompagné, qui m'ont aidé à surmonter. Ça a été un gros traumatisme, un très, très gros traumatisme. Et on se pose beaucoup de questions. On se dit, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Comment est-ce que quelqu'un, dans un accident, perd la vie et moi, je sors vivant? Et encore plus dans mon cas, celui qui perd la vie, 30 minutes avant l'accident, j'étais à sa place. On va dire, c'était pas votre jour? C'était pas mon jour. En tout cas, vraiment, je pense que nous sommes heureux de vous voir et évidemment, nous avons une pensée pieuse pour la personne, malheureusement, qui a perdu la vie. Je vous le disais d'entrée de jeu, les téléspectateurs réagissent et il y a une question pour monsieur le directeur général. Alors, M. Harmonie de Côte d'Ivoire demande ceci. Est-ce que la police de circulation a elle-même une police de surveillance de tous leurs agents sur le terrain? Je reprends. Est-ce que la police de circulation, ceux qui sont dans la circulation, a elle-même une police de surveillance de tous leurs agents sur le terrain? Est-ce qu'il y a un contrôle? Oui, mais ça, je crois que tout le monde constate. Hein. Je ne me fais pas le porte-voix du directeur général de la police nationale, mais on a parfois vu que les agents commis au contrôle, et même dans tous les corps, quand il y a des manquements, des sanctions sont prises. Donc, je crois qu'ils sont surveillés. C'est pourquoi beaucoup font attention. Oui. Je crois qu'ils sont surveillés. Et le directeur général de la police, le général Youssouf, avec qui nous travaillons beaucoup, oui. Il est vraiment intransigeant sur ces questions. Voilà, ça, il faut le dire. Mais il ne peut pas être là auprès de toutes ces troupes au même moment. Voilà, donc vous allez forcément trouver dans le lot, peut-être sur 100, sur 200, une ou deux personnes qui pourraient avoir un comportement qui ne serait pas de nature à plaire à leur premier responsable. Mais toujours est-il que sur le terrain, ce que nous constatons, ils sont vraiment fermes sur ces questions d'éthique. Alors, vous travaillez apparemment dans une commission, parce que vous n'êtes pas seul. On parle du ministère des Transports. Et effectivement, quand il y a des accidents, il y a certaines critiques, on voit le ministère des Transports. Quelle est la chaîne, justement, où la commission, ou les différents partenaires qui interviennent dans toute cette gestion et surtout dans la stratégie qui doit pouvoir permettre de faire en sorte que ces accidents soient réduits? Dans le cadre de collaboration, sinon dans le cadre institutionnel qui traite des questions d'accidents, vous avez le ministère des Transports, vous avez le ministère de la Défense, notamment avec le groupement de sécurité routière de la gendarmerie, vous avez la police nationale, vous avez le ministère de la Justice, et vous avez également l'association des transporteurs, le Haut Conseil. Oui. Donc vous avez plusieurs entités, institutionnelles qui interviennent. Et donc, le ministère des Transports a pour mission de concevoir la stratégie de transport en Côte d'Ivoire, sa mise en œuvre et sa surveillance. Dans ces missions, le ministère des Transports est accompagné
par d'autres ministères que je viens de citer. Oui. Au niveau du contrôle routier, par exemple, le ministère des Transports, depuis le décret 2022, a une police spéciale de sécurité routière, mais qui a à peine une cinquantaine ou moins de 100 personnes, mais qui est accompagnée par la police nationale. Donc le contrôle routier relève et de la gendarmerie et de la police nationale, et également de la police spéciale de sécurité routière. Donc voici les entités qui sont sur le terrain. Mais ensuite, juste à Abidjan ou aussi à l'intérieur si vous permettez, au niveau du ministère de la Santé, vous avez le fonds de garantie, tout à l'heure, quand il parlait de son vécu. Il y a un fonds de garantie qui a été renforcé depuis, je crois, la fin d'année 2024, qui prend aujourd'hui en charge systématiquement toutes les victimes d'accidents qui arrivent dans les hôpitaux publics après que les assureurs viennent prendre la relève. Mais bien avant ça, il y a un fonds de garantie qui accompagne. Parce que les accidents de la route, c'est vrai, un accident, comme il a dit, c'est un événement imprévisible qui arrive, qu'on pourrait anticiper en évitant à travers le respect des mesures. Mais quand les accidents arrivent aussi, il y a le temps de réaction qui peut déterminer le sort des victimes. Et donc, ces questions-là sont prises en charge par le Fonds de garantie automobile pour pouvoir amoindrir l'impact d'un accident. Pour amoindrir l'impact. Mais après, je poserai juste une question. C'est vrai qu'il y a un accompagnement, mais est-ce qu'il y a une cellule peut-être au niveau des sociologues, psychologiques, concernant toutes ces personnes qui ont été victimes d'accidents? Mais je reviens d'abord juste sur la question, parce que les téléspectateurs aussi, ils sont privilégiés, et je vais vous poser cette question. Première question. Alors. C'est à moi encore. Mais les sociologues, là. Alors, pourquoi ne pas créer une brigade spéciale? C'est Kwasi de Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas créer une brigade spéciale chargée de contrôler les agissements des chauffeurs et les sanctionner si possible? Je pense que cette question... Oui, ça existe. Ça existe. On a la commission de suspension et de permis. Il faut corser. Il faut corser. Mais la dernière fois, c'est 3500 permis que vous avez retiré? Oui, on a invalidé 3500 permis pour capital de points et 3500. 3632. Exactement. Permis. Alors, ça c'est... Donc, je pense que la question, vous avez répondu à la question. Une autre question, alors... Comment se fait-il que des véhicules en mauvais état obtiennent la visite technique? Monsieur Adjoint, je pense que cette question, elle a été prise en compte. Autre question de Ladi Koné de Côte d'Ivoire toujours. Alors, ne pourrions-nous pas ajouter à la formation à la conduite la maintenance des véhicules? Je pense que vous êtes un peu étendu là-dessus, parce qu'il parle des véhicules de transport routier, vous l'avez évoqué. Et dernière question, je pense que c'est pour vous, monsieur le directeur, concernant les gros camions. Qui ne sont pas autorisés à rouler à des heures... ils sont autorisés à rouler à des heures précises. Alors, on constate que parfois, sur les routes, ils ne respectent pas justement ces horaires. Et cette personne indexe les policiers qui les laisseraient circuler. Sur la question... On n'a pas vu, mais c'est ce que la personne dit. Sur la question des gros camions, il y a un arrêté sur les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro qui interdit la circulation des gros camions de 6h à 9h du matin, de 17h à 21h, les jours ouvrables. C'est très clair. Les jours ouvrables. C'est très clair. C'est très clair. Mais la question, le ministre nous a instruit à l'effet de travailler et chercher un basculement nocturne. C'est-à-dire C'est-à-dire les faire circuler dans la nuit. Oui. Mais ce n'est pas une décision qu'on prend de manière solitaire, parce que ça va avoir un impact, un effet domino sur tout l'écosystème économique. Parce que ces camions-là viennent approvisionner les grandes surfaces, il y a des choses qui sont faites. Donc la question est en train d'être analysée. Oui. Mais le plus important sur le sujet, ce n'est pas seulement le fait de laisser les camions circuler qui pose un problème. C'est l'incivisme des conducteurs de gros camions qui pose un problème. Regardez sur nos voies express. Mais les gros camions se retrouvent à gauche. Oui. Normalement, ils doivent se retrouver à droite. Tout à fait. À la suite de l'accident qui a eu lieu au niveau du Banco, on a fait une conférence de presse. Le ministre nous a demandé d'insister que ces camions-là se retrouvent sur la droite. Mais on continue de les voir sur la gauche, parfois même en train de dépasser des véhicules légers.
Parfois la nuit, ils sont garés sans feu, il n'y a pas sans éclairage. Mauvais stationnement. Et ça crée des problèmes, des accidents. Alors, on va parler justement par l'accident. On va revenir sur un élément de Davis Oyo et vous pourrez après développer. Les survivants des accidents de la route prennent la parole et je vous demande de suivre attentivement parce que c'est un élément très touchant. Davis Oyo, plongé dans ce programme. Ses pensées, Malik Russas, les souvenirs douloureux. Des scènes ayant brisé ses rêves de devenir un athlète professionnel. Le 17 octobre 2016, sa vie bascule. 4 mois après l'obtention de son bac, il est victime d'un accident de la route sur l'axe Abobo-Ondotri. On se rendrait au carrefour Ondotri. Il y a un baka qui nous a percuté par l'arrière et tout. Et le chauffeur a perdu en fait le contrôle du volant. Et lorsqu'il a eu à ressaisir en fait le volant et tout, il y avait une dame en face de nous avec son enfant. Donc, voulant éviter cette dame avec l'enfant, nous avons, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, la voie elle est restreinte parce qu'il y a, en ce temps-là, il y a des gros camions et tout, vu que c'est non loin de la zone industrielle, donc il y a des gros camions de ciment, de billes de bois qui garent en bordure. Et évitant les gros camions et évitant aussi la dame, nous avons fait une sortie de route, plusieurs tonneaux. Et vu que moi j'étais à l'arrière, assis seul au milieu, donc j'imaginais plusieurs tonneaux, me balancer de gauche à droite et tout. Et lorsque je me suis réveillé, j'étais dans la boue. Souffrant d'une fracture au niveau de la vertèbre cervicale, il sera par la suite diagnostiqué tétraplégique, perdant ainsi totalement l'usage de ses membres. J'ai confisqué un griffe, le téléphone de ma soeur et j'ai commencé à forcer pour avoir au moins la motricité et pour pouvoir voir certaines vidéos sur Internet. Et j'ai commencé à voir les comptes de personnes en situation de tétraplégie qui arrivaient à faire certaines choses, arrivaient à rouler des voitures et tout. Et je me disais que c'est possible, si eux ils arrivent à faire ça, c'est possible aussi que moi j'arrive. Et c'est là que j'ai commencé, on va dire quelques temps après, j'ai commencé à bouger le petit doigt. Grâce à l'amour et au soutien de sa famille, il remporte ce combat. Malik Fadiga reprend même le chemin de l'école. Mais en 2020, un autre coup va porter atteinte à sa progression. À un carrefour, il y a un véhicule qui est sorti en face du chauffeur. Le VTC que j'avais pris, donc le chauffeur a évité la voiture, le véhicule. On est rentré dans les bétons qui séparent la voie, qui permettent de diviser les voies en deux et tout. Et là, mon front tape le pare-brise, mon menton tape le tableau de bord et tout. J'avais mis ma ceinture, heureusement. Et donc là, j'étais un peu étourdi. Aujourd'hui, âgé de 30 ans, Malik Fadiga souffre d'une fracture à la hanche et ses soins nécessitent une opération. Celle-ci s'élève à 20 millions de francs CFA. Si Malik garde toujours l'espoir, cela n'est pas le cas d'Amadou Zoukmouré, une autre victime des accidents de la circulation. Routier depuis 1986, c'est en 2012 que la vie de ce père de 8 enfants plonge dans le noir. Ses mains brûlées et désormais déformées sont les conséquences d'une sortie de route. J'ai pris les victimes à Yamsoukro pour aller à Odine. Donc, ça vers 3 h du matin, j'allais entre Touba Pro. Voici, entre Touba et Odine. Voilà, je suis allé tomber sur une nid de poule et puis le camion s'est levé. J'ai buté avec les directions. Pour aller, le camion allait frapper, en plus aller frapper à un bois qui n'est pas loin de la route. Donc, le camion est tombé. Le camion est tombé. Le goudron est venu verser sur la cabine. J'avais près de 13 ans. Ça, là, c'est pas un peu. Tout ici, c'était quitté. Il n'y avait rien d'ici. Ça, là, était frontière. J'étais obligé de couper ça. Depuis lors, c'est sous cet abri de fortune qu'il passe ses journées avec ses amis, également routiers. Ces derniers lui viennent souvent en aide. Malik et Amadou ont eu du mal à accepter leur handicap,
Et pourtant, reconnaître son nouvel état est un passage obligatoire pour guérir plus rapidement, selon les psychologues. Il faudrait que ces personnes-là comprennent dans un premier temps qu'elles ne sont pas folles, que c'est une réaction normale par rapport à une situation anormale. C'est pourquoi il est important de donner des informations sur les symptômes. Et en général, en donnant les informations sur les symptômes, ça permet aux personnes-là de comprendre que, en réalité, ce que je vis, je ne suis pas faible. Ce que je vis, c'est ce qu'un humain peut vivre lorsqu'il y a ces situations potentiellement traumatisantes. En Côte d'Ivoire, malgré les différentes actions du gouvernement pour réduire les accidents de la circulation, le phénomène persiste et attriste de nombreuses familles. Pour le premier semestre de l'année 2025, ce sont 6 723 accidents enregistrés, 10 175 blessés et 635 décès. Merci Davis Oyo pour ce point qui a été réalisé. Alors, je vais m'adresser rapidement à Rick Barrot et je vais faire le tour de table avant qu'on ne passe aux propositions, parce que c'est aussi cela, on est aussi là pour proposer, vous êtes là pour proposer. Rick Barrot, quand vous regardez ces images? C'est dur, parce que ça me ramène quelques années en arrière. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes qui vous regardent ce soir? Il faut de l'amour autour de soi. Quand on est victime d'accidents, il faut de l'amour, il faut du soutien, il faut de l'accompagnement. Surtout des proches, de la famille, de ceux qu'on aime. Il faut qu'ils soient présents. Parce qu'on sombre très vite, mais très très vite dans la dépression. Dans mon cas, je n'ai pas eu de blessure physique, mais j'ai eu l'avant-bras et l'épaule fracturés. Des fractures qui m'ont, à la limite, sectionné le nerf radial, donc qui part du cerveau à l'extrémité des doigts, donc qui commande les mouvements du bras. Après une dizaine de séances de rééducation, on me dit, écoutez, monsieur, votre bras, il ne sert plus à rien. On va vous amputer parce que le nerf radial, il a été sectionné, il peut plus votre bras gauche, c'est que du décor maintenant. Si à côté de vous, il n'y a pas des personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, qui vous remontent le moral, vous vous dites que votre vie est perdue. Moi, à plusieurs reprises, j'ai demandé à mon épouse de partir, de rentrer en famille, parce que... et de vous abandonner? Oui, tout jeune, avec un bras qui ne fonctionne plus. Tu es encore jeune, tu peux refaire ta vie, tu peux te marier. Moi, avec mon bras gauche qui ne marche plus, je ne sers plus à rien. Mais elle a été là. Mes parents, ils ont tous été là. On m'a dit, non, tu n'arrêtes pas les séances de rééducation. Celui qui t'a opéré, il nous a rassuré que le nerf radial a été fortement endommagé, mais pas sectionné. Il n'a pas été sectionné. Et vous êtes sur ce plateau aujourd'hui pour témoigner. Ghislain Coulibaly, très rapidement, qu'est-ce que cela vous inspire? Ces images sont... Non, c'est effroyable. Hein. Moi, je n'ai pas de mots. Ce que je peux dire en tant que sociologue, oui, c'est que lorsque vous êtes en face de survivants, pour moi, ce sont des survivants. Les survivants ont une caractéristique, c'est qu'ils vivent dans le déni de la réalité. Ils n'acceptent pas la situation qui se présente à elles ou qui se présente à eux. Et donc, déni de la réalité, et c'est des cas qui sont dans des situations de trauma. Situation de trauma, on développe de la dépression. La question de santé mentale se pose tout de suite parce que c'est une question qui développe le réflexe du repli. Donc, ce qu'elle aimait faire, elle ne va plus faire. Elle va essayer de se refermer, de se poser des questions, de se culpabiliser. Donc, on est dans la logique de la victimisation. Et donc, ces personnes ont peur de quelque chose, c'est la stigmatisation. De la population de voisins. Et justement, le regard des autres. Et donc, c'est la stigmatisation. Ouais. Et finalement, le vrai problème, c'est leur faible intégration dans la communauté. Des personnes qui étaient dynamiques, qui étaient force de travail, qui étaient vraiment pleines de vie, se retrouvent tout de suite marginalisées, exclues. Et c'est ce qui précipite leur chute
dans les ténèbres, passez-moi l'expression. Monsieur Seri, après je vais vous écouter. Quand vous regardez, effectivement, ces images, elles sont difficiles à regarder, mais c'est notre réalité également, au regard du sujet de ce soir. Comment vous réagissez? Oui, nous aussi, nous vivons aussi ces cas parce que c'est vrai que c'est un accident, c'est le conducteur qui est à la base, mais c'est un regret. Parce que, en fin de compte, le conducteur devient invalide. Et puis, il y a une chose, c'est que les véhicules que nous roulons souvent, nos patrons prennent des assurances qui ne couvrent pas le conducteur. Donc là encore, c'est très difficile. Mais quand vous conduisez, vous ne savez pas que vous n'êtes pas assuré? Non, nous ne savons pas. Vous ne savez pas? Parce qu'on ne dit pas le contenu du contrat. Seulement que le véhicule a une attestation d'assurance. Oui. Donc pour nous, le véhicule est assuré. Alors, je comprends, mais je vais vraiment me retourner vers le DG sur cette question. Vous nous dites ce que vous conduisez, mais vous ne savez pas que vous n'êtes pas assuré. Ce qui importe, c'est de conduire et avoir tous les, on va dire, les papiers du véhicule. Oui. Est-ce que, monsieur le directeur, comme c'est vrai, vous écoutez sur ce qu'on a vu, mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité qui est personnelle? Vous prenez un véhicule, est-ce que vous, surtout dans votre cas, conducteur, c'est une entreprise, cherchez à savoir si vous n'êtes pas, si de façon globale, il n'y a pas cette assurance? La responsabilité personnelle. Yann, c'est pourquoi j'ai dit que nous sommes en train de travailler à aller vers une professionnalisation du secteur qui devrait pouvoir prendre en compte toutes les parties prenantes. Et comme il le dit, bien souvent, c'est le traitement qui leur est infligé qui les amène aussi à être mauvais conducteurs. Mais ce qui est déplorable, déjà, les accidents sont déplorables. Les statistiques que nous avons, bien souvent, les conducteurs s'en sortent à bon compte. Quand on sort les statistiques dans les accidents, vous avez, parmi les tués, vous avez 30% de piétons, 33% d'utilisateurs d'engins à 2 et 3 roues, 27% de passagers et 10% de conducteurs. Alors, vous pouvez reprendre la statistique concernant les 3 roues? Les 3 roues, parmi les tués de la route, vous avez 33%. 33%. Qui sont utilisateurs des engins à 2 roues. Oui. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Oui, allez-y. Sur la stratégie que nous avons adoptée en 2021. Mais en 2021, quand nous nous fixons pour objectif de réduire le nombre de tués sur nos routes en 2025 de 25%, mais on ne prenait pas en compte toute cette prolifération d'utilisateurs d'engins à 2 et 3 roues et l'indiscipline notoire dont ces derniers font preuve. Je vous dis qu'on a pris un objectif qui était vraiment ambitieux, mais au regard de la situation actuelle, peut-être qu'on sera amené à réévaluer. Mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir. Alors, mais dans les stats, 33%. Vraiment, ce sont les plus nombreux. Alors, justement, moi, je vais rebondir sur les 2 roues qu'on rencontre entre les livreurs, qui slaloment entre les voitures. Il y a des 2 roues ou 3 roues qui conduisent sans casque. À un moment donné, on a vu effectivement des policiers arrêtés, etc., mais qui sont dans la circulation. L'impression, les feux rouges ne les concernent pas. Comment est-ce possible, monsieur le directeur général? Oui, c'est déplorable. Mais là, moi, sans fuir la responsabilité de l'administration, de l'État, mais il faut aussi que vous, les Ivoiriens, nous, les Ivoiriens, on soit disposés à accompagner les mesures qui sont prises. Quand la police décide de faire un contrôle à 100% strict, ce sont les mêmes Ivoiriens qui viennent, qui s'asseyent. Je dis, voici des jeunes qui veulent se débrouiller. On les empêche de se débrouiller. Il n'a pas de boulot. Il veut faire le métier de livreur. Finalement, on ne sait pas ce que veulent les Ivoiriens. Et ça, sur le sujet, il faut comprendre que le mode de vie a changé. La transformation digitale a ses effets. Vous restez à la maison, vous passez des commandes en ligne. Vous achetez, vous voulez qu'on vous livre. Vous avez oublié un colis au bureau, c'est quelqu'un qui vient vous livrer. Et donc, ce sont ces personnes-là qui sont la résultante de la transformation de notre mode de vie, là, qui sont ces livreurs. Le ministère des Transports, la réglementation dit, pour utiliser les voies qui sont ouvertes à la circulation avec un engin, il faut avoir le permis de conduire. Mais beaucoup de livreurs ne disposent pas. Et le port du casque?
Le port du casque, c'est obligatoire. Mais pourquoi on voit des personnes circuler sans port de casque, monsieur le directeur général? On pourrait dire qu'il y a eu de la tolérance administrative, mais à un moment, il faut que toutes ces personnes à moto sans casque soient réprimées. On en parlera. C'est nous, notre posture. C'est votre posture. On en parlera dans quelques instants. Nous allons parler des recommandations. Mais j'ai quand même une question qui vient de Mme Niamke depuis la France. Nous saluons donc tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Elle souhaiterait savoir, monsieur le directeur, parce que là c'est vous, quel est l'apport de la vidéo-verbalisation dans la réduction des accidents de la route? Les accidents de la route, vous voyez qu'aujourd'hui, la plupart des derniers accidents qu'il y a eu se sont produits sur des voies à l'intérieur du pays qui ne sont pas ouvertes par le système de transport intelligent, c'est-à-dire la vidéo-verbalisation. Dans les statistiques que nous avons sur Abidjan, quand on remonte sur 2021, 2022, 2023, les accidents sur le district d'Abidjan ont diminué. Et même quand on a un nombre élevé, c'est beaucoup plus des accidents matériels. Les tués en masse ont diminué. Et à l'intérieur du pays, il y a 6 axes interurbains sur lesquels on a déployé le système de surveillance. Les résultats sont que sur ces voies, les accidents ont diminué. Vous avez vu quand on a fini la route de l'Est, quand la voie était bien bitumée, mais chaque jour, c'était des morts. Aujourd'hui, avec le système de surveillance qu'on a sur ces voies, les accidents ont diminué. Et donc, ce travail doit continuer sur les axes secondaires. Vous prenez une voie comme ici à Daloa. Tout à l'heure, dans votre élément, permettez-moi de revenir là-dessus. On a mis un peu en cause, par moment, l'état de la route. Mais le paradoxe que nous avons, ça c'est un constat qu'on va faire ensemble. Quand les voies sont ouvertes, mais les gens roulent à tue-tête, ils vont très vite. Je prends un axe comme celui de Daloa-Issia, 45 ou 50 km. Mais dans le temps, les gens se tapaient 2 heures à 3 heures. Mais aujourd'hui, ça s'est fait en 50 minutes, en 45 minutes. Et c'est un bénéfice. L'année dernière, on a eu un gros accident où les 2 camions sont entrés en collision frontale, incendie par la suite. Je crois qu'il y a eu près de 33 ou 32 morts. Bon, c'est parce que la route est bonne. Il est heureux, monsieur le directeur, qu'elle soit bonne. Non, le regret qu'on a... Oui, c'est lequel? On ne peut pas construire des routes et constater que ces routes deviennent un mouroir. Les routes ne doivent pas être un mouroir. Et justement, concernant cette question, nous allons écouter des Ivoiriens qui se prononcent sur des propositions et nous allons revenir à vous pour vous écouter. C'est Siaka Kone que nous retrouvons pour ce volet. Les recommandations se multiplient. Les premiers impliqués dans ces accidents sont les conducteurs. À travers la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, le président de l'organisation se prononce. Il faut que les opérateurs économiques, qu'on appelle les transporteurs, ils revoient le salaire des conducteurs. Et on a tout fait. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de convention collective qui réglemente le travail. Si tout ce monde-là, ils ont leur salaire comme il faut, ils n'ont pas pression de faire va-et-vient, ça va diminuer l'accident de la route, circulation. Autre structure concernée par ce drame, la Coordination nationale des gares routières. Il faut un matraquage médiatique pour que les gens puissent avoir vraiment peur de savoir. Même avec les juristes, je peux aller jusqu'à ce niveau, pour qu'on sache, parce que c'est des choses qui sont dites. Quand vous faites un accident d'une telle nature, on vous arrête, on vous met en prison. Vous ne pouvez pas venir endeuiller les gens indûment et après, on est là, on pleure seulement. L'État vient au secours des victimes, ce n'est pas la bonne méthode. Les usagers des véhicules ne sont pas en reste. Ils plaident pour la rigueur de façon absolue à tous les niveaux. Donc je crois qu'il est temps de sanctionner. Voilà, c'est vrai qu'il faut sensibiliser, mais 50% de sensibilisation, mais 50% aussi de sanctions. Mais sanctions sévères, sinon, je crois qu'on ne s'en sortira pas. Et puis du côté des conditions d'obtention du permis aussi,
je pense que tout reste à faire. Je pense qu'il faut mettre la rigueur sur le contrôle mécanique des équipements. Et puis insister sur la formation des conducteurs aussi. Les conducteurs des engins à 2 roues proposent comme solution. Puis les policiers n'ont qu'à arrêter de mettre la pression. Si on nous donne la même priorité que les gars de la voiture et qu'on roule aussi, on nous donne les mêmes règles, l'accident va aller doucement et ça peut s'arrêter. Enfin, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire abonde dans le même sens. Il faut qu'on passe de la notion de l'auto-école à celle du centre de formation professionnelle. Pour que, dans toute sa composante, l'élève ou le prétendant à la conduite routière soit formé conformément à l'objectif qui s'est fixé. Si je veux conduire un gros camion, comme on le dit, une remorque, comme on le dit, la formation que je vais avoir dans le centre de formation professionnelle doit prendre en compte mon aspiration. Il est tout à fait impératif aujourd'hui que le gouvernement remette en puissance la question du renouvellement du parc, en mettant un accent particulier sur les moyens porteurs et les petits porteurs, notamment les véhicules de 14 places, de 18, de 20, de 30 et de 34 places, qui sont aujourd'hui beaucoup impliqués dans les accidents de la circulation du fait que l'âge de ces véhicules-là est vraiment dépassé. Au niveau des taxis communaux, vous allez parler dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, mais au niveau d'Abidjan, les taxis compteurs, les taxis communaux, etc., les taxis collectifs, aujourd'hui, sont pour la plupart dépassés. Tous s'accordent sur l'urgence d'agir, car la route continue de tuer chaque jour en Côte d'Ivoire. La route continue de tuer des propositions d'Ivoiriens. Alors, Ghislain, proposition, justement, oui. au niveau. Moi, je voudrais d'abord saluer l'effort du gouvernement à travers le ministère du Transport. Dans ce pays, souvent, on fait beaucoup Il faut savoir aussi apprécier. Oui. Voilà, c'est mon idée. Il faut savoir apprécier. Actuellement, le ministère du Transport prend ses responsabilités. Je prends 2 faits, rapidement. Oui. Vous savez que les artistes sont des porteurs de normes. Vous prenez le phénomène Big Ali, avec la grosse moto, mais qui se permet de faire de la vitesse. Et c'est quelqu'un qui est suivi sur les réseaux sociaux. Mais le gouvernement, en toute responsabilité, l'a convoqué et il a été, non seulement on l'a sensibilisé, mais il a été sanctionné. Vous prenez l'artiste Elon, c'était la même chose. Oui. Quelqu'un qui se filme en ayant les bras comme ça et le véhicule qui passe seul. Ce sont des porteurs de normes. Si on laisse passer, on encourage la prime à l'impunité. Donc moi, je voudrais saluer la tolérance zéro du gouvernement contre tout ce qui est comportement infractionnel au niveau du transport. Donc votre proposition concrète? Maintenant, ma proposition concrète, c'est une prise en charge holistique. Il faut que le ministère du Transport travaille avec le ministère de la Femme, Famille et Enfants. Pourquoi? Parce que la plus petite unité de la société, mais c'est la famille. Ces enfants qui développent une personnalité après déviante, ça commence dans la cellule familiale. Il faut que les cellules familiales, les familles de Côte d'Ivoire soient impliquées, engagées dans la tolérance zéro. Il faut que ces familles-là tiennent le bon discours et qu'elles ne soient pas démissionnaires. Le bon discours, c'est le cas. Je vais écouter M. Seri. Oui, le bon discours, oui, c'est d'encourager la sanction. On vous informe, il est vrai, mais dès l'instant où il y a infraction, il faut éviter d'aller vers la recherche de la cohésion, la solidarité, tout ce qui est règlement à l'amiable. Non, le parent doit dire, tu as fauté, il faut accepter qu'on te sanctionne. Merci, M. Koulibaly. M. Seri, oui, position moi, à votre position niveau. À mon niveau, je pense que, comme tout à l'heure, le mois passé, il y a le président qui a dit qu'il faut essayer de révaloriser un peu le salaire des conducteurs. Parce que tous les problèmes qui surgissent viennent du fait que le conducteur est mal rémunéré. Ils n'ont pas un bon salaire. Et la formation, la sensibilisation? Non, si, je vais terminer par là. Oui. Ils n'ont pas un bon salaire. Donc, ce qui fait qu'ils sont obligés de travailler plus. Ils sont fatigués, mais ils continuent de travailler. Donc, quand le corps, l'esprit ne réagit plus, là, c'est la catastrophe. Maintenant, je vais terminer par les formations. Oui, allez-y. Parce que, vous savez, nous, dans notre domaine-là, nous sommes les poids lourds.
Donc le permis, c'est un document qui t'autorise à conduire un véhicule d'un type. Mais il y a des personnes qui, parce qu'ils n'ont pas de travail, ils ont le permis, qui deviennent des conducteurs. Et de poids lourds, ils n'ont aucune formation, aucune notion de la chose. Donc il faut faire la formation. C'est-à-dire que si tu veux te mettre dans la profession de conducteur professionnel de car, il faut qu'on te forme dans ce domaine-là. Si tu veux être un conducteur professionnel de poids lourd, il faut que tu sois formé dans ce domaine-là. De sorte que quand tu commences le service, tu es déjà formé pour ça. Donc la formation. Et aussi les sensibilisations, souvent aussi les formations aussi, que chaque fois on puisse se rappeler des règles de la conduite pour éviter vraiment les accidents. Pour éviter les accidents, Rick Barreau, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? 3 solutions concrètes pour moi. Si on doit anticiper, au lieu de réagir comme souhaite le ministre, première chose, c'est, on parle beaucoup d'incivisme. Donc déjà à la base, inclure dans les programmes éducatifs, comme cela se faisait à l'époque, inclure dans les programmes éducatifs des notions qui permettent aux usagers de la route, que sont les enfants, les piétons et tout, de savoir comment traverser la route. À l'époque, on nous apprenait, quand vous êtes en groupe, que vous devez traverser la route, vous devez vous mettre en file indienne, tout ceci n'existe plus. Il faut réintroduire tout ceci dans le système éducatif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est continuer toutes les réformes qui se font. La réforme du permis de conduire, c'est important de continuer, mais il faut aussi, à mon avis, corser l'accès au permis de conduire. Le permis de conduire, c'est un diplôme. Il ne faut pas que les conditions soient aussi légères qu'elles le sont aujourd'hui. Vous pensez que c'est facile? Pour moi, elles sont les conditions par rapport à d'autres pays. La Côte d'Ivoire veut être un pays émergent, veut être un pays développé. Copions les bons modèles des pays déjà avancés en la matière et on l'applique ici en tenant compte, bien sûr, du contexte dans lequel on vit. Et puis, dernière chose, c'est la sensibilisation. Il faut réprimer, c'est important de réprimer, mais il faut aussi continuer de sensibiliser. Voici pour moi les 3 axes qui pourront permettre de réduire drastiquement les morts, les accidents de la circulation. Merci Rick Barreau. Monsieur le directeur général, solution, et surtout dans les prochaines semaines, vous avez un séminaire le 6 juillet. Donc, à quoi doit-on déjà, ce qu'on peut retenir, on tient vraiment à vous dire merci, à la RTI, sans toutefois vouloir répondre à ce qui a été dit. Mais je crois les éléments qui sont cités là sont pris en compte au niveau de la stratégie actuelle. Aujourd'hui, l'accès au permis de conduire, le permis B notamment, même toutes les catégories, mais vous ne pouvez pas obtenir le permis en restant à la maison. Parce que le processus, à l'entame, c'est votre empreinte biométrique qui déclenche. Pour les examens, c'est votre empreinte biométrique qui déclenche. À la fin, c'est votre empreinte biométrique qui boucle pour qu'on vous remette. Il y a un quantum horaire qui est bien défini. Il y a la théorie et il y a la pratique. Donc ces questions, on peut les renforcer. Peut-être que la barrière qu'il faudra mettre, c'est de relever le coût du permis de conduire. Et ça, avec les auto-écoles, nous travaillons sur le sujet. Concernant la professionnalisation du métier, mais le CAC, il existe. Ça, on le dit. Et donc, aujourd'hui, nous pensons qu'avec toutes les mesures qui ont été prises, on en a vraiment fait assez de sensibilisation. Au début de la stratégie, nous étions à 70% de sensibilisation et 30% de répression. Nous sommes passés à 50-50. Et là, aujourd'hui, le ministre a donné les instructions pour que nous allions à 80% de répression. C'est-à-dire que quand il y a un accident, vous vous souvenez l'accident qui a eu lieu à Beauville? Oui. Il a demandé qu'on fasse arrêter tous les véhicules de la flotte de l'entreprise qui est mise en cause. Aujourd'hui, les 32 véhicules-là ne circulent pas. L'avocat, il est passé me voir, je crois, il n'y a même pas une semaine. Ils ont pris l'engagement d'aller inscrire l'ensemble de leurs conducteurs à l'OSER pour obtenir le certificat d'aptitude du conducteur routier. Et ça, on va l'appliquer à toutes ces entreprises-là qui se montrent récidivistes, notoires en termes d'infractions. On a publié récemment la liste, le top 30 des compagnies de transport dont les autocars cumulent le plus d'infractions. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un véhicule puisse cumuler 5000 infractions, excès de vitesse. Comment ces véhicules continuent à circuler, justement? Comment ils continuent de circuler? Il faut à un moment que le contrôle routier soit ferme. Parce que, tout à l'heure, vous avez vu le responsable des transporteurs. Mais bien souvent, quand ces mesures sont prises, comme il a dit,
on est dans du plaidoyer, on plaide des situations. Et le ministre a dit, il faut éviter les réactions. Aujourd'hui, il faut anticiper. Un véhicule qui cumule 5000 infractions, mais encore on dit Dieu merci. Le jour où un drame survient, mais il faut regarder son historique, son comportement, son attitude sur la voie, et on va constater que c'est un spécialiste des excès de vitesse. On va publier dans les jours à venir le top 20 des véhicules de transport qui commettent le plus grand nombre d'excès de vitesse. C'est-à-dire, en termes d'excès, on a des autocars qui vous font du 155 km/h sur l'autoroute. Mais est-ce que vous pensez, et ça va être ma dernière question avant un dernier tour de table rapidement, est-ce que vous pensez que cette publication sensibilise ceux qui montent dans l'écart? Moi, j'ai vu une compagnie faire une publication pour dire qu'ils sont clean. J'ai même vu un conducteur en situation de sensibilisation pour dire on va commencer. Vraiment, ne me mettez pas la pression. Il faut qu'on aille doucement pour qu'on arrive à bon port. À un moment, je pense que c'est ce que, comme les Ivoiriens aiment à le dire, il faut les mettre au soleil. Parce que quand l'usager va faire le choix en fonction de son attitude, de l'attitude du conducteur sur la route ou bien de l'entreprise sur la route, je pense que ça va faire sens. Donc, il y a beaucoup de mesures. Désolé d'être un peu long, mais on a vraiment, on a vraiment une pléiade de mesures. On a les suspensions des permis qui existent, mais aujourd'hui, on va sanctionner les entreprises. Vous allez sanctionner les entreprises, monsieur le directeur général. Je pense que ceux qui nous regardent entendent. Je vais faire rapidement un mot, et je vais finir par vous, un mot concernant les accidents, la sensibilisation. J5 Coulibaly, un mot. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous regardent? Oui, moi je pense que la situation est suffisamment grave. L'État joue son rôle, crée les conditions, mais il appartient aussi aux citoyens de faire preuve de responsabilité citoyenne. Responsabilité citoyenne. Oui, absolument, responsabilité citoyenne. Merci J5 Coulibaly. Monsieur Seri. Oui. À mon niveau, je peux dire qu'il faut que l'État s'imprègne vraiment au niveau de nos patrons, nos entreprises. D'accord. Parce que vraiment, souvent, les conditions de travail sont très difficiles. Donc, il faut que l'État vraiment s'imprègne de sorte que le conducteur soit à l'aise lorsqu'il est au travail, pour qu'effectivement, il y ait moins d'accidents. Merci. Merci, M. Seri. Merci, Rick Barrot. Monsieur DG, juste un mot et on rend l'antenne. Juste un mot, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sommes ici pour parler d'accidents. Le ministère des Transports a beaucoup d'émissions. Beaucoup de choses sont faites au niveau du transport aérien, transport terrestre, transport maritime. Ce soir, nous étions ici pour parler d'accidents. Mais dernière mesure que le ministre nous a communiquée avant qu'on ne passe ici, c'est vrai, il a pris la décision de ce que tous les véhicules de transport qui viendront demander un renouvellement de leur autorisation de transport, malgré le certificat de visite technique, la Direction générale des transports devra faire une réception à titre isolé pour aller vérifier de visu l'état du véhicule avant de renouveler son autorisation. Merci, monsieur le DG. Je pense que, Rick, vous avez passé votre message. Et merci à vous quatre d'avoir été parmi nous. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle dans l'ombre, mais si efficace. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Un seul mot, et je vais terminer. Nous allons terminer sur cela. Stop à l'incivisme. Bonsoir.